France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une, cette semaine, plusieurs personnes ont perdu la vie dans le chavirage d'une pirogue en Guyane. C'est toute une communauté amérindienne qui est en deuil. On voit cela dans quelques instants. A tout de suite. Après le chavirage mortel d'une pirogue sur le fleuve Maroni en Guyane, la période du deuil a commencé pour les proches des victimes, toutes issues de la communauté amérindienne Kalinia. Sur la quinzaine de passagers, 7 personnes ont perdu la vie, dont 3 enfants. Une enquête est en cours. On voit cela avec Laïd Beritan. L'heure du deuil pour Sarah Günther. La jeune femme a perdu son grand frère, son neveu et son oncle dans le naufrage d'une pirogue sur le fleuve Maroni entre la Guyane et le Suriname. Un drame qui a coûté la vie à 7 personnes. La population guyanaise, les gens du village ici, que ce soit ici côté Guyane, de la Guyane française et côté Suriname, tout le monde nous a aidés. Et donc ça continue. Et pour ça aussi, je continue de remercier les personnes qui sont là, qui ne nous connaissent pas, et même ceux qui nous connaissent, de voir qu'en fait, on est ensemble. Les 7 personnes décédées sont 3 hommes, une femme et 3 enfants. La pirogue qui transportait une quinzaine de personnes a chaviré dimanche 1er juin alors qu'elle se rendait en France depuis le Suriname à proximité de Saint-Laurent-du-Maroni. Il a fallu plusieurs jours aux militaires, pompiers, douaniers pour retrouver les corps des 4 dernières personnes portées disparues. Les victimes sont toutes issues de la communauté amérindienne Kalinia. Une mobilisation spontanée s'était organisée des 2 côtés du Maroni. Des villageois surinamais et guyanais ont mis à l'eau leur pirogue pour venir en aide aux victimes, permettant de sauver 8 personnes. Il y a des gens qu'on connaissait, il y a des gens qui ont joué au foot, ils ont des enfants, donc automatiquement c'est les frérots. Donc on est venu aider et c'est comme ça. La traversée du fleuve Maroni pour se rendre d'une rive à l'autre est fréquente en Guyane, souvent dans des conditions précaires. Les autorités préfectorales annoncent engager des consultations afin de rendre le port du gilet de sauvetage obligatoire à bord des pirogues sur les fleuves Oyapock et Maroni. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du naufrage. Après la Réunion, Mayotte est entrée en phase épidémique de chikungunya. Depuis le 27 mai, 560 cas et 15 hospitalisations ont été recensées. Alors pour lutter contre la prolifération des moustiques, les gîtes larvaires et les eaux stagnantes sont ciblés, notamment à Poroani. Bruno Gabetta. Situé au milieu des habitations, cet écoulement d'eau représente un réel danger sanitaire. Les ambassadeurs de l'environnement sont à la tâche. Objectif, limiter la propagation du chikungunya. On est en train d'évacuer l'eau pour éviter qu'elle stagne. Pour éviter qu'elle stagne et que le moustique vienne pondre là-dessus. Au nombre de 22, ces ambassadeurs sillonnent tous les territoires de la communauté des communes du Sud, sensibilisant la population sur les bonnes pratiques à adopter. Ce garagiste de Bouwani voit plutôt d'un bon œil ces visites. Nous, on fait beaucoup attention à tout ce qui est le tri de batterie, le tri des pneus, qu'on jette à la déchetterie et tout. Mais après, il y a la sensibilisation par rapport au quartier. Il y a plein de garages clandestins qui ne respectent pas. Lancée mi-mai, cette opération est une nécessité dans le Sud, où comme partout sur l'île, les cas de chikungunya ne cessent d'augmenter. C'est une opération qui va durer jusqu'à mi-juin. Donc, par rapport au constat, on a vu que l'ensemble des villages, en tout cas, est touché par cette problématique. L'eau stagnante est présente partout dans les quartiers, partout dans les maisons, que ce soit dans les grandes villes ou les petits villages. À ce jour, plus de 15 villages ont été visités par les ambassadeurs de l'environnement. Le dernier bilan de l'ARS fait état de 560 cas de chikungunya recensés sur l'île. Le phénomène n'est pas rare, y compris en France hexagonale. Un épisode de brume de sable a été enregistré aux Antilles-Guyane en début de semaine. La Guadeloupe, Saint-Martin et la Martinique étaient en alerte rouge. Un cocktail de microparticules irrespirables, en particulier pour les plus fragiles.
Le fléau des sargasses ne recule pas aux Antilles. On peut même dire qu'il est en recrudescence. Sur la plage de Cap-Esther de Marie-Galante en Guadeloupe, l'arrivée de ces algues est massive depuis début mai. L'odeur et les gaz toxiques qui se dégagent rendent difficile le quotidien des habitants. C'est le dossier de l'Hebdo, Pierre Lacombe. Marie-Galante, ces longues plages de sable fin, ces lagons turquoise, un joyau préservé des Antilles. Mais depuis maintenant plusieurs mois, ce petit paradis posé sur la mer des Caraïbes vit un enfer. En voici la cause. Les algues sargasses, envahissantes, épaisses et nauséabondes. Les restaurants sont fermés, le tourisme est au point mort, les habitants sont exaspérés. C'est pas possible. On perd la voix, l'odeur. Non, c'est pas bon pour nous. Notre chiffre d'affaires, en moins de 15 jours, c'est retombé à zéro. Samedi, c'était vraiment impressionnant. Pire que ça? Ah oui, vraiment pire. Je me suis même dit, ah non, nous sommes foutus. Mais ça fait un drôle d'effet. C'est quand même trop c'est tout. Cette colère, les habitants l'expriment régulièrement et depuis longtemps auprès de leurs élus, ou comme ici, lors d'une réunion publique organisée par des acteurs économiques de l'île. Sur les bâtiments, il y a des résidus qui noircissent les bâtiments et on les respire tous les jours. Quand on vit dans les sargasses, on doit boucher tous les trous pour pouvoir respirer le soir avec le gaz. Depuis 15 ans, les algues sargasses s'invitent régulièrement aux abords de l'île. Cette année, elles sont arrivées plus tôt, fin mars. Pour tenter d'éradiquer le phénomène, des solutions existent, mais elles sont limitées. Des pelleteuses sur la plage, des barrages flottants près des côtes, des bateaux spécialisés plus au large. On sait pertinemment que les sargasses, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, sans l'enrochement, nous serons toujours dans la même merde. Donc, tous les politiciens sont au courant, surtout l'État. Prévoir, anticiper et surveiller l'arrivée des algues brunes est devenu la priorité pour Météo France. Aujourd'hui, Météo France émet un bulletin de prévision des échouements à 4 jours, à 2 semaines et même une tendance à 2 mois. Et ces prévisions ont besoin d'être améliorées pour être plus pertinents dans la réponse aux habitants. La solution pour Météo France, c'est ce drone de 4,30 m d'envergure. Il est capable de s'éloigner à plus de 100 km des côtes. Là, on démarre le moteur et on va le laisser chauffer un peu. Sa caméra embarquée va délivrer de précieuses informations. Elles permettront d'anticiper les arrivées de nappes, d'organiser le ramassage en mer et de protéger les zones sensibles. Pouvoir déposer son enfant à la crèche à n'importe quel moment de la journée pour se rendre à un entretien d'embauche ou une formation par exemple, voilà un coup de pouce précieux pour les parents en parcours d'insertion professionnelle. Eh bien, un dispositif de garde solidaire a été lancé à La Réunion. On voit cela avec Henri-Claude Elma et Ophélie Maraval. Ce sont des moments que Chaïmati Ousseni n'avait jamais envisagés. Depuis mars, elle amène son fils Fazal à la crèche. Fazal est pris en charge toute la matinée, permettant ainsi à sa mère sans emploi de suivre enfin une formation. J'aimerais aussi travailler avec des enfants, être avec des enfants pour jouer, pour passer de bons moments avec eux. Je trouve que c'est une bonne chose. L'association Amafar a fait le lien entre Chaïmati et la crèche Les Marionnettes, en constatant notamment, malgré leur motivation, l'absentéisme des mères de famille en formation. Pour aider la maman à se concentrer dans son parcours d'insertion, dans sa formation en fait, c'était important de mettre en place ce partenariat avec la crèche. Cette crèche, qui s'est donnée comme ambition de lutter contre la pauvreté et les inégalités, dédie une partie de ses places à de l'accueil dit occasionnel. En ce moment, il y a 5 enfants en occasionnel et il y en a qui prennent la matinée quelques heures, c'est-à-dire de 9h jusqu'à midi. Il y a les 2 autres, ils arrivent à 8h jusqu'à 16h. Les créneaux horaires des 40 places disponibles peuvent ensuite être réservés via une application. Par ce dispositif, la structure répond à 3 besoins non couverts par les crèches, dont le premier est l'insertion. Il y a un principe très simple en crèche. Si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de place en crèche. Et si vous n'avez pas de place en crèche, vous n'avez pas de travail. Deuxième cas relevé, ce sont les familles qui ont besoin de répit-repos. Donc c'était un moment de fatigue que peut rencontrer la famille ou pour des problèmes de violence intrafamiliale. Et le troisième cas qui est relevé, c'est l'enfant qui n'a jamais connu de vie en collectivité, qui a besoin de moments de sociabilisation avant d'entrer en petite section.
Ce projet est soutenu par la fondation La France s'engage qui accompagne les initiatives innovantes à fort impact social. À La Réunion, 38% des familles sont monoparentales. Enfin, c'est l'une des rares terres qu'elles ont choisies pour leur reproduction. À Wallis et Futuna, les associations environnementales se mobilisent pour défendre et protéger les tortues imbriquées, espèces menacées d'extinction et particulièrement précieuses aussi pour la bonne santé du lagon. Jean-Louis Ravalet. Dernier contact avec les bébés tortues avant de les relâcher dans l'océan. Un moment exceptionnel pour ses enfants et pour Falakiko. Depuis 20 ans, il recueille des bébés tortues sur les plages et les élève pour les mettre à l'eau lorsqu'il les juge assez solides pour survivre. Ça fait 4 mois qu'on est avec eux. Et toujours là, petit, tous les matins, tous les après-midi, à leur donner à manger et changer l'eau. Ça fait maintenant que ça fait triste, mais c'est comme ça la nature. Il faut leur laisser leur liberté, quoi. La tortue imbriquée est une espèce classée en voie d'extinction au niveau mondial. En 3 générations, la population a baissé de 80%. Depuis 2020, l'espèce est protégée à Wallis et Futuna, mais la situation reste critique. On dit que sur le nid, là, il y en a une qui va atteindre l'âge de 1 an. Et il faut 1000 œufs comme ça pour avoir une pondeuse. Dans l'archipel, la tortue a longtemps été chassée pour sa chair. Aujourd'hui, les associations de défense de l'environnement veulent faire changer les mentalités. Je le rappelle, je sais bien que historiquement, on a toujours mangé de la tortue à Wallis, mais il faut arrêter. La tortue, elle est utile pour nettoyer le lagon. On a la chance d'avoir la tortue imbriquée qui pond chez nous et qui ne pond pas ailleurs. Donc il faut vraiment la protéger parce que c'est une grande nettoyeuse. On voit qu'on n'a plus de méduses dans le lagon, alors qu'avant on était souvent attaqués. À Wallis et Futuna, la législation interdit la capture des tortues, la destruction des nids et la vente des œufs. Les peines encourues peuvent aller jusqu'à 150 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour revoir et suivre l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et la première.fr. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.